que je vais vous raconter, je l'ai réellement vécu. Je n'en ai encore jusqu'ici jamais parlé à personne. D'une part parce que je pense que les confidantes oreilles de mes interlocuteurs n'auraient pas manqué de remettre en doute ma bonne foi, de la pensée dupée par les conséquences de la fatigue, de l'alcool ou je ne sais quoi d'autre. Mais en toute honnêteté, la raison principale qui m'a fait taire si longtemps est que je ne suis pas très fière de mon comportement. On dit que c'est dans les situations extrêmes ou inattendues que l'on se révèle vraiment, et ma révélation ne s'est pas avérée très glorieuse et je dois bien admettre que j'aurais préféré faire partie des personnes qui se découvrent une âme héroïque. Bref, je sais bien ce que j'essaie de faire. Je retarde le moment d'entrer dans le vif du récit, de me replonger dans cette terreur sourde qui ne m'a jamais vraiment quitté depuis. Rien qu'à l'idée d'y repenser, mon corps se crispe. Sa mémoire est puissante et déjà je sens les effluves glacés de la peur se cristalliser sous ma peau. C'est donc le même moite que j'entame la narration de cette histoire. Laissez-moi juste prendre une grande inspiration et je me lance. Je rentre en voiture d'une soirée chez des amis. J'habite à la campagne et les trajets à ces heures tardives de la nuit sont généralement agréables. Pas de feu rouge et il est rare de croiser d'autres véhicules. Mon trajet se compose essentiellement de routes, bordées de champs et de forêts. Mais depuis toujours, le noir m'oppresse. Mon esprit se laisse vite envahir par des craintes irrationnelles comme peuvent l'être celles de l'enfance. C'est donc avec une légère appréhension que j'entame la portion du parcours qui passe au milieu de la forêt, me plongeant invariablement dans une obscurité inquiétante, la lune alors totalement masquée par les hautes et imposantes frondaisons des chênes centenaires. J'aimerais abréger mon malaise en roulant plus vite, mais la nuit, il est fréquent ici que les animaux traversent. Les mains peut-être un peu trop crispées sur le volant, je m'enfonce dans le tunnel végétal qui semble m'avaler et se refermer derrière moi. Je sais que c'est absurde d'être anxieuse juste à l'idée de traverser une forêt, à l'abri, dans le confort d'une voiture. Que pourrait-il arriver à part les éventuelles rencontres animales ? Surtout c'est à peine une histoire de 5 minutes. Donc comme d'habitude, je m'auto-sermonne, en vain, pour m'obliger à relativiser. Je roule dans le silence oppressant des bois depuis quelques instants déjà quand il me semble apercevoir un reflet lumineux sur le bas-côté. Tellement fugace qu'un instant je pense l'avoir imaginé. Mais à nouveau, mes phares révèlent dans les fougères sur ma droite, juste séparés de la route par un fossé, pas très large mais profond, les deux ronds luminescents caractéristiques de ceux d'une bête effrayée par ma monture d'acier. Méfiante, car on ne sait jamais si l'animal va traverser ou repartir vers la sécurité de la forêt, je place mécaniquement mon pied face à la pédale de frein et commence à décélérer, tout en essayant de déterminer à quelle bête je dois m'attendre, en me basant à la hauteur de ses yeux. Seulement, ceux-ci ne cessent de bouger. En alerte, je reporte toute mon attention sur le bas-côté, guettant leur réapparition. À quelques mètres devant la voiture, les orbes se remettent à luire. Ils clignotent. L'animal a l'air d'hésiter, quand il se fixe soudain dans ma direction. À peine quelques secondes se sont égrenées, mais la voiture s'est suffisamment rapprochée pour que mes phares éclairent assez pour distinguer la silhouette de l'animal. Je ne comprends pas trop ce que je vois. C'est trop petit pour une biche. En suivant sa taille, ça aurait pu être un sanglier, mais au lieu de la masse trapue et sombre du corps massif de celui-ci, il y avait cette forme, chétive et claire. Elle était dépourvue de poils, à l'exception de la tête qui semblait plus sombre et où la lumière reflétait uniquement sur ses yeux. La voiture se rapproche toujours. Je suis presque à sa hauteur. La chose est à présent complètement nappée par la lumière, ce qui rend mon incompréhension plus forte encore. Qu'ai-je sous les yeux ? D'ici quelques secondes, je l'aurai dépassé quand brusquement la forme se déplie. Au début, je pense que la bête bondit pour traverser, mais non, c'est bien ça. Elle se déplie. Ou plutôt, elle se relève et franchit le fossé d'un saut rapide tout en continuant de regarder dans ma direction. Je pile de peur de la percuter. Elle a le temps de faire un pas de plus et comme surprise par mon arrêt brutal, se fixe à son tour. Je ne peux dès lors plus douter de ce qu'est réellement cette bête improbable et glabre. Ses yeux avaient perdu leur luminescence et je pus distinctement voir à quel être ils appartenaient. Un homme se tient là, devant moi, juste au niveau de mon phare droit. À l'évocation de ce souvenir, un frisson me parcourt. Les poils se hérissent sur mes bras, mon cœur s'accélère et je sens à nouveau la sueur glacée dans mon dos. Il est nu, squelettique et pâle comme la mort. Ses bras et ses jambes sont couverts de boue. Son corps est courbé, tordu et ses articulations forment des angles invraisemblables. De longs cheveux sales masquant en grande partie son visage émacié, on dirait un vieillard. Ses yeux me fixent à nouveau. Mon Dieu, ses yeux. Ils sont vides, hébétés.
Il semble vous dévisager sans vous voir, donnant l'impression de regarder à travers vous. Mon sang se fige, mon cœur court-circuité par ses yeux immobilables s'arrête net, préférant se taire que d'admettre la réalité de cet instant. Quand je ferme les yeux, je les revois nettement. Ils sont gravés à vie sur mes paupières et me fixeront jusqu'à ma mort. Je serais pourtant bien en peine de vous les décrire exactement. Je n'ai vu pareil regard sur aucun être vivant. Ils étaient sombres, on ne distinguait pas les pupilles et une sorte de membrane fixe translucide les recouvrait. Comment vous les représenter autrement qu'en associant ces deux termes contradictoires, noir laiteux, comme de sombres yeux d'aveugle. Mais ce regard-là ne l'était pas du tout, bien au contraire. Il semblait jouir d'une acuité visuelle que nul humain ne possède. Il reste là, statique, à me fixer. Le vent s'est levé et s'abat sur lui, cinglant. Cette situation est tellement inattendue que mon cerveau ne sait comment réagir et n'envoie plus aucun ordre à mon corps. Je reste là, coincé dans une enveloppe qui ne m'est plus d'aucune utilité, et je ne sais que faire ni comment réagir. Combien de temps sommes-nous restés comme ça, sans bouger, dans le sifflement du vent, nos yeux liés. Malgré son cri lugubre, le vent s'engouffrant dans les branches me rassure. Tout est tellement immobile et irréel que sans lui, je n'aurais plus aucune sensation que le temps, indifférent, continue de passer. Enfin, un fil ténu de pensée se fraye un chemin dans l'épais brouillard de mon esprit et je récupère suffisamment de capacité pour clarifier ce qui m'arrive. Je viens de manquer d'écraser un homme, au milieu de la forêt, en pleine nuit. Après cet engourdissement cotonneux, mes pensées maintenant s'accélèrent. Qu'est-ce que cet homme fait là? Et pourquoi est-il nu? Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Il a vraisemblablement besoin d'aide, mais ma peur combat farouchement toute action logique et charitable que j'aurais dû avoir envers ce pauvre homme, transi, perdu et hagard. En une fraction de seconde, l'homme sort de sa torpeur. Il se redresse brusquement et mes sens sont à nouveau désorientés. Il n'y a plus de vieillard, il n'y a jamais eu de vieillard. Je ne sais même plus comment j'ai cru voir un vieil homme. Avec le recul, je me dis que la peur a dû fausser mes perceptions, mais je tiens à vous raconter les choses comme il m'a semblé les vivre sur l'instant. La situation a changé. Face à moi ne se tient plus un vieux tordu, mais un homme. Et cet homme, même s'il a autant besoin d'aide que le vieux, est un homme jeune, qui bien que maigre n'est pas du tout squelettique, mais musculeux et vif. Et cette nouvelle donnée pèse lourd dans ma balance qui n'hésite plus alors avec la raison et bascule lourdement vers la crainte. M'étreint alors cet angoissant sentiment de se savoir en incapacité physique de lutter équitablement. Et instinctivement, le signal d'alarme me rappelant la situation. Seul en plein milieu d'une forêt obscure, s'affole à l'idée d'accueillir cet homme inconnu et nu, dans l'enceinte jusque-là protectrice de mon exosquelette mécanisé. Ces pensées ont défilé à une vitesse folle. Quelques secondes à peine depuis que l'inconnu s'est redressé, et à présent, il se met à bouger. Il avance, longe le capot, lentement, sans cesser de me dévisager, et toujours sans un geste de la main, sans un mot ni battement de paupières. Il s'approche. Je n'ai plus de souffle et m'embrasse d'un feu glacé. Ma peau exhale d'une sueur froide. J'ai peur. Effrayée par son comportement étrange, j'enclenche maladroitement la première. Mes mains sont lourdes et mes avant-bras sont parcourus de frissons électriques. Toujours aussi lentement, il continue d'avancer et arrive maintenant au niveau de ma portière. Pourquoi ne pas m'avoir fait signe d'ouvrir la fenêtre pour me parler quand il était encore du côté passager? Je veux pas me retrouver si près de lui. J'appuie sans même me rendre compte sur l'accélérateur et sous l'effet de la panique, je cale. En un bond, il est à ma fenêtre. Je ne veux pas le regarder et terrifié, j'entends le cliquetis de la poignée. Ma portière s'entrouvre. Je sens le vent s'engouffrer violemment par l'interstice. Je hurle. L'épouvante m'étreint toujours et sans le regarder, des deux mains je tire de toutes mes forces sur la poignée. Rageur, de son côté, il donne de violents à-coups et j'arrive pas à la refermer. Il est extrêmement fort. Mes bras faiblissent. Mais la panique m'emplit d'adrénaline. Un brusque effort, le clic de la portière, un ultime geste, tâtonnement. La sécurité est baissée et la porte verrouillée. Toujours muet, il secoue la portière, si fort que la voiture oscille. Dans un état second, j'arrive à redémarrer. Ma vue est trouble, mes oreilles bourdonnent. Les sons m'arrivent étouffés, j'ai l'impression de me débattre dans une profonde mélasse. Et je crois que je n'ai toujours pas cessé de crier. Ça y est, je roule, je fuis. Je ne peux m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Son horrible visage déformé par la colère est là, juste derrière moi, collé sur la vitre du passager.
Il s'accroche à la portière arrière et parvient à l'ouvrir. J'accélère et fonce aussi vite que mon corps tremblant me le permet. Mon cœur s'emballe et me fait mal. Je fixe intensément la lumière rassurante au bout de la route qui m'emmène vers un endroit dégagé, bordé de champs paisibles, à 2-3 minutes à peine de la prochaine ville. Mes mains sont tellement crispées sur le volant que mes phalanges blanchies ressortent dans la nuit, et je ne peux plus regarder autre chose que cette issue baignée de clarté lunaire. Il y a beaucoup de bruit. La portière arrière qui bat et le vent qui hurle sa plainte en pénétrant dans l'habitacle. Enfin, la lune éclaire les champs qui bordent la forêt. La portière derrière moi bat toujours. Je devrais m'arrêter pour la refermer, mais je suis tétanisée. Mon esprit secoué me fait imaginer qu'il a réussi à entrer et qu'il est là, tapis derrière moi, à attendre le bon moment pour se relever et m'agripper. J'éloigne instinctivement mon dos du dossier et me rapproche au maximum du volant. C'est extrêmement inconfortable. Mon corps entier est raidi et j'arrive pas à desserrer les mâchoires. Le passage dans la ville éclairée par les réverbères ne m'apporte pas le soulagement escompté. Mon mal-être s'en trouve même augmenté à sa sortie quand ma vision se trouve à nouveau réduite au seul faisceau de mes phares. La lune traîtresse s'est envoilée de nuages. Je vais finir mon trajet ainsi, avalé par la nuit noire, endolori, le cœur palpitant de façon aléatoire et inquiétante. Le trajet depuis cette rencontre m'a paru durer une éternité. Même une fois garé dans mon allée, il m'a encore fallu puiser dans des ressources que je pensais épuisées pour oser bouger. Lentement, les mains tremblantes, je prépare la clé de la porte d'entrée. Je n'arrive toujours pas à me défaire de l'hantise de sa présence dans mon dos. Je coince la clé entre mes doigts, improvisant ainsi une arme de fortune. Son regard ne cesse de s'imprimer sur mes rétines. Un ultime sursaut d'énergie, j'ouvre brusquement la portière, cours sur les derniers mètres qui me séparent encore des murs protecteurs de la maison. Les sens en alerte, j'écoute, mais je n'entends que ma respiration angoissée. Toujours sans me retourner, maladroitement, j'ouvre la porte, m'engouffre, la referme avec violence et tourne la clé dans la serrure.